Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez tous très bien, malgré ces temps un petit peu compliqués, on va pas se mentir. En tout cas, moi ça va, on tente de faire au mieux. Alors aujourd'hui, je vais vous tourner cette vidéo que vous m'avez très souvent réclamée, une vidéo qui regroupe les ingrédients à éviter dans la cosmétique, à éviter dans le skincare. Alors d'ailleurs, détail important, cette vidéo aujourd'hui pour moi c'est vraiment une vidéo qui est basée sur le skin. Également aussi, petit disclaimer, ce n'est que mon avis parce que faire une vidéo sur les ingrédients de la cosmétique, vous vous en doutez, ça prendrait des heures. Je pourrais écrire un livre, sans déconner, je pourrais écrire un livre sur tous ces composants potentiellement dangereux à éviter, etc. Donc ici j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo claire, nette, précise, facile à comprendre aussi, parce que mine de rien, le monde de la cosmétique, le monde de la cosmétologie, du skincare, de la pétrochimie dans sa globalité, c'est compliqué, c'est très technique. Je ne suis moi-même pas une experte en la matière, je ne me proclame pas chimiste. À travers mon métier, à travers le développement aussi de Martin Skin, j'ai vraiment acquis en fait une petite connaissance générale de la cosmétique et j'ai vraiment envie de vous en faire part, et je sens aussi que c'est quelque chose que vous avez envie d'entendre, que vous avez envie de pouvoir y voir tout simplement aussi un petit peu plus clair. Je pense que c'est important aussi de savoir tout simplement finalement ce qu'on se met sur la peau et ce qu'il serait, en tout cas selon mon avis, préférable d'éviter. On va vraiment partir sur le skincare, donc les ingrédients à éviter dans le skin pour diverses raisons, mais la principale c'est qu'ici on est vraiment dans un concept de potentielle routine quotidienne, des produits qu'on va aller s'étaler en grande quantité sur la peau, que ce soit le visage ou même le corps. Mais les amis, avant de débuter cette vidéo, il est important de préciser que celle-ci est en partenariat avec l'application Fruits. Alors cette fameuse app que presque tout le monde connaît finalement, parce qu'elle permet tout simplement, les amis, à quiconque ayant des papillons dans le ventre ou des fourmis dans le cul, c'est à toi de voir, de trouver son bonheur. L'amour, les amis, 3.0. Cherchez finalement l'âme sœur d'une vie ou d'un quart d'heure en swipant tout simplement sur son téléphone, les fesses posées dans son canapé. Alors évidemment vous allez me dire ouais Martine, il y a déjà une autre application pour ça et ça ne fonctionne pas. Clairement ça ne fonctionne pas. Mais c'est là que Fruits est finalement différent des autres. Alors pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas la petite particularité justement de cette appli, c'est que vous pouvez en fait tout simplement aller définir votre profil de recherche grâce à un fruit qui vous permettra finalement de rencontrer une personne qui a le même fruit que vous et ainsi accessoirement gagner du temps en arrêtant de tomber sur des gens qui demandent la taille de votre phallus ou si votre poitrine a le goût du caramel mou. Un fruit, une recherche. Alors commençons d'abord par la cerise. Alors ça c'est pour ceux qui recherchent du sérieux tout simplement. L'amour, le vrai, celui qui commence dans la passion et qui termine dans le lait maternel. Alors le raisin, ça c'est pour ceux qui ont envie de juste s'enfiler un verre ou un fût en tête à tête sans se faire chier, mais attention, pas forcément pour juste un coup d'un soir. Et si je vous jure c'est tout à fait possible, deux êtres peuvent parfaitement passer une soirée ensemble, boire un verre, dîner sans forcément se monter dessus au dessert. Alors ensuite nous avons les amis la pastèque, la bonne grosse pastèque. Pour trouver son partenaire de câlin et de plaisir mutuel. Un plan cul, ouais. Appelons un chat un chat. Mais attention, un plan cul certes, mais régulier. Et enfin on termine par évidemment les amis la petite pêche. Et également, tu as compris, pour trouver un bon partenaire de câlin, de plaisir mutuel, mais cette fois-ci pour un plan d'un soir. Un bon gros one shot. Un épluchage de rondelles. De quoi tout bonnement bien se faire mettre le doigt dans le flambi. Et alors attention les amis, ce n'est pas terminé. Pour éviter de commencer, s'il vous plaît, la discussion sur un salut ça va, SAVA évidemment. Tu viens d'où? Ton père il a volé toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux. Et donc accessoirement se faire chier d'entrée de jeu. Fruits propose en fait déjà un choix de questions à chaque match qui permettra évidemment d'entamer une discussion de manière un petit peu plus originale. Du genre, est-ce que tu préfères aller au resto cuisiner, plutôt Netflix and chill, ou est-ce qu'on se fait un petit ciné? En résumé les amis, sur Fruits on gagne du temps, on va droit au but et on s'emmerde plus s'il vous plaît à zapper les boulets qui nous bourrent le mou. Un vrai bonheur. Nous fermons cette parenthèse et je remercie Fruits pour le sponsor de cette vidéo. Retrouvez l'application en barre d'infos. Alors les amis, avant même de vous faire part de ma blacklist, faisons brièvement un petit point par rapport à la liste Inky. Très important, la liste Inky c'est votre meilleur ami, c'est votre allié, c'est ta cousine, c'est ta pote quoi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est donc cette fameuse liste d'ingrédients obligatoire les amis depuis 1999, se trouve généralement au dos de vos produits ou sur les packs secondaires. Attention, beaucoup de marques, étrangement beaucoup de marques dont les produits ne sont justement pas très propres, vont mettre des listes Inky uniquement sur leur pack secondaire et également évidemment de manière obligatoire sur leur site, mais en tout cas sur le pack secondaire, c'est-à-dire le packaging qui enveloppe ton pack primaire. Et puis une fois qu'on jette ce truc là, on se retrouve avec un pack où il n'y a
plus rien à l'arrière. Et finalement, si on a envie de savoir tiens, il y a quoi là-dedans, on est obligé de se taper le site internet. Petit détail mais important. Alors cette listing key elle est définie à partir, attention là c'est un peu technique, de la FQQ Calicanti avec des pourcentages. Alors une fois qu'on a défini cette formule extrêmement complexe, on le fait pour chaque ingrédient, du plus concentré au moins concentré, et tout ce qui est finalement à moins de 1%, on peut le mettre dans l'ordre qu'on veut. Autant vous dire que si vous avez un ingrédient extrêmement cracra en top 3, bitch run. Alors ça c'est la première parenthèse. La deuxième parenthèse, j'aimerais brièvement revenir sur une explication simple de ce qu'est un perturbateur endocrinien, parce que à travers la blacklist que je vais vous donner, il y a énormément d'ingrédients dans cette blacklist en fait qui sont ou qui peuvent potentiellement être des perturbateurs endocriniens, et ça c'est vraiment the fucking devil we wanna kill. Perturbateur endocrinien, perturbateur ça annonce la couleur, et endocrinien, donc le système hormonal dit aussi endocrinien, il est constitué de glandes. On va avoir la thyroïde, les ovaires, les testicules, le pancréas, l'hypophyse, il y a plein de petites glandes qui dansent la samba in your fucking body bitch. Et toutes ces petites glandes elles vont sécréter des hormones, donc il y a plein d'hormones différentes, il va y avoir les œstrogènes, il va y avoir l'insuline, la testo, etc. Et chacune de ces hormones en fait va vraiment avoir un rôle ultra important, des rôles vraiment clés dans de nombreuses fonctions essentielles de l'organisme, comme par exemple le développement d'un fœtus et de l'enfant, tout le système de reproduction par exemple aussi, notre métabolisme général, la régulation aussi donc de la glycémie. Et donc ces perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ces substances, ces molécules, ces ingrédients qu'on va retrouver dans beaucoup de produits, vraiment dans énormément de produits, vont agir en fait selon 3 mécanismes principaux. Alors ils peuvent premièrement imiter l'action d'une hormone. Et tu t'en doutes, ça peut créer des réactions inopportunes de l'organisme, voilà. Ou pire encore, complètement bloquer une hormone, c'est-à-dire l'action d'une hormone, ce qui l'empêche tout bonnement d'agir sur des cellules et de vivre sa petite vie normale d'hormone normale, qui est là pour une raison. Ou bien encore les amis, perturber complètement le transport, la régulation, la production, l'élimination d'une hormone ou de son récepteur. Donc vraiment, c'est pas ouf. Aujourd'hui, vraiment, ce qui est effrayant, je trouve, ce sont vraiment ces perturbateurs endocriniens, car notre système hormonal est extrêmement sensible, est extrêmement important et fait fluctuer en fait tellement de choses au sein de notre organisme, que ce soit notre santé, même notre santé mentale, c'est pas une blague, vraiment, c'est ultra important de bien comprendre le danger de ces perturbateurs endocriniens. Alors, commençons avec la blacklist. On va commencer avec quelque chose que beaucoup de gens connaissent, ce sont les silicones. Alors les silicones, ce sont des composés complètement synthétiques, et le vrai problème principal de ces putains de silicones, c'est qu'ils sont forcément très peu biodégradables et bien évidemment polluants pour l'environnement. Et justement les amis, certains de ces silicones sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Alors pour moi il faut absolument blacklister les D6 et les D5. Alors attention les amis, notez ça quelque part. Le cyclopentasiloxane, ça c'est déjà un silicone qu'on n'a plus vraiment envie de voir, et le cyclohexasiloxane. Alors celui-là il est toxique pour la santé mais aussi pour la nature. Et alors attention, il y a évidemment 1 milliard de façons de les épeler, parce qu'ils peuvent aussi être éplés en ticone à la fin, donc au lieu du oxane ça finit par ticone, donc ceux-là c'est les mêmes, ils sont pourris. Et d'ailleurs j'ai cru comprendre à travers quelques articles que justement ces deux formes de silicone vont bientôt être interdits, car vraiment ils puent du cul. Donc nos petits siloxane et nos cyclométicones, bye bye bitches. Un autre problème, ce sont les huiles minérales. Alors les huiles minérales sont uniquement problématiques lorsqu'elles ne sont pas hautement purifiées. Les huiles minérales ne sont pas dangereuses pour la santé, pas forcément non plus, en tout cas ce n'est pas encore avérée dangereuse pour l'environnement. Après les gens, l'audience générale en a une très mauvaise idée, car ces huiles minérales sont tout simplement dérivées du pétrole. Il n'y a pas non plus de suspicion d'être un perturbateur endocrinien, en tout cas pour le moment, on ne sait jamais. Mais donc très important, si elles sont hautement purifiées, ce que beaucoup de marques notifient dans leur listing key, ou en tout cas avec une astérix, attention, machin, mais hautement purifiées, si c'est le cas, on le mentionne. Et donc ces huiles minérales sur la listing key, on va les retrouver dans plein de noms différents. Le paraffinum liquidum, paraffine, cérécine, pétrolatum, celui-là on le retrouve vraiment beaucoup. Alors toujours un peu dans cette catégorie là, on va retrouver les nanoparticules. Alors les nanoparticules, le vrai problème c'est que ce n'est vraiment pas bon pour l'environnement. Et accessoirement ça peut aussi rentrer dans la peau, passer en fait la barrière cutanée. Alors c'est marrant parce que dans le monde de la cosmétique, on va toujours tout prendre avec des pincettes. Quelque chose est avéré quand il y a eu 1 milliard d'études, à ce moment là on peut
dire noir sur blanc, attention c'est dangereux, il se passe ça. Aujourd'hui avec les nanoparticules, par rapport à l'intégration de ces particules à travers la barrière cutanée dans la peau, on ne sait pas encore ce qu'il se passe exactement. Quand il y a un ingrédient qui est composé de nanoparticules, c'est toujours mentionné à côté. Donc il y a vraiment en grand N-A-N-O, nano, à côté de l'ingrédient ou avec une astérix et en dessous nanoparticules. Et donc ces nanoparticules peuvent être dans plein d'ingrédients différents, dans des silicats, des copolymères, dans plein d'ingrédients finalement, tous plus différents les uns que les autres, mais ils sont uniquement présents dans la liste Stinky lorsque c'est mentionné nano. Alors les allergènes les amis, 99,9% du temps les allergènes proviennent des parfums, et des parfums synthétiques. Après il y a plein d'autres ingrédients, même naturels, qui peuvent potentiellement être allergènes, qui peuvent potentiellement causer des réactions allergiques, des dermites, des inflammations, etc. même si c'est un composant naturel. Je m'explique, par exemple, certaines huiles essentielles, certaines huiles naturelles, concentrées naturelles, peuvent potentiellement causer des fortes réactions allergiques chez certaines personnes, parce que justement c'est un composant naturel, comme on est allergique aux kiwis, aux noisettes, peu importe. Et ça c'est quand même une des particularités de la pétrochimie, c'est que justement tous ces ingrédients sont extrêmement stabilisés, contrôlés, et sont parfois, finalement, c'est ça qui est complètement fou, moins, je vais pas dire dangereux, parce que faire une réaction allergique n'est pas dangereux pour la santé, ça peut l'être évidemment si tu es allergique aux noisettes, s'il te plaît n'en mange pas, tu risques de mourir. Mais en tout cas, les réactions peuvent être plus importantes, même s'il n'y a pas de perturbateur endocrinien, et que machin, et que tchic et que tchac, ça peut quand même être extrêmement désagréable. Mais mine de rien, par rapport aux parfums, il y en a certains d'ailleurs qui doivent être listés, et puis surtout ça dépend aussi si le produit est rincé ou non rincé. Par exemple un gel nettoyant qui va avoir un parfum synthétique, si ce parfum synthétique est un allergène, il devra bientôt, d'ailleurs il y a une loi qui va bientôt passer, il devra être étiqueté sur le packaging. Alors tous les sels EDTA, pour moi il faut les éviter. Quand il y en a vraiment ça me casse les couilles. Ils sont tout simplement toxiques, sont toxiques pour l'environnement, ce sont donc des éléments chélateurs qui vont en fait aller souder les molécules entre elles, complètement internes à la structure chimique du produit, et en plus ça n'apporte pas plus d'efficacité que ça. Donc pour moi les EDTA ne servent à rien dans une listing. Alors les PEG, PEG, appelle-les comme tu veux, les polymères de synthèse les amis. Est-ce que tu le sens venir? Pour que les PEG ne soient pas dangereux, il faut avoir un certificat de purification. Le problème des PEG, encore une fois, c'est qu'ils peuvent tout simplement contenir des impuretés. Certains PEG vont contenir du 1,4 dioxane, je te passe les détails, mais c'est un cancérigène avéré. Super. Et donc pour comprendre à quoi servent ces PEG, en fait ils servent à diluer, si tu veux, à mélanger de façon homogène en fait le corps gras d'un produit, donc l'émollient, et le aqua, l'eau qu'on a dans ce produit. Et d'autres composants qui en fait normalement ne se mélangent pas. Genre tu peux mélanger de l'huile dans de l'eau, quand t'arrêtes de mélanger à un moment donné, the bitches are separated. Et bien les PEG, les PEG vont faire en sorte que, comme par magie, il y a tout qui est bien mélangé, qui reste bien collé les uns aux autres. Alors, le benzophénone, celui-là je ne l'aime pas du tout. C'est un perturbateur endocrinien, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Donc dès que vous voyez benzophénone, benzophénone-1, peu importe, ou même l'oxybenzone, benzophénone 3, on les retrouve principalement dans les écrans solaires. Produits anti-UV. Ils sont pas bons pour toi, pour tes petites hormones, ne sont pas bons pour les poissons, ne sont pas bons pour les fonds marins, les coraux et tutti quanti. Il y a rien de bon là-dedans. Aujourd'hui, je trouve ça fou de les retrouver encore dans des produits parce que il y a d'autres possibilités, il y a d'autres ingrédients bien plus raisonnables et bien plus propres que cette daube, donc on évite. Alors, ici nous allons parler les amis d'un prochain élément qui est quand même extrêmement problématique, le triclosane. Triclosane, comme tu veux. Qu'est-ce que c'est que le triclosane? C'est un biocide. Clairement, c'est quelque chose qui va tuer tous les êtres vivants. Il est pas trop sympa le gaillard. C'est un ingrédient qui a été extrêmement utilisé dans les années 40, qui est vraiment outdated as fuck. Il est évidemment utilisé pour aller détruire tous les micro-organismes, des bactéries, peu importe. Et en fait, à très faible concentration, en fait, il va pas vraiment les tuer. Il va pas vraiment avoir ce rôle de biocide, mais il va empêcher leur prolifération, leur développement. Le triclosane, c'est donc un conservateur, tu l'auras compris, hein. C'est vraiment quelque chose de très mauvais, surtout en spray. Alors là en spray là et figure-toi que chez nous il est encore utilisé aussi dans les savons, les déodorants. On le retrouve énormément dans les déodorants de grande surface, les dentifrices les amis. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Tu ouvres ton dentifrice, tu le fous contre ta brosse à dents qui est bourrée de bactéries. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met du triclosane dans les dentifrices
Super. On le retrouve aussi dans les poudres visage qu'on va aller vraiment, tu sais, retapoter, les concealers. Et alors sur les listing key, on va retrouver ou triclosane, ou 5-chloro-2-phénol, ou encore hexachlorophène. En gros les amis, le triclosane, c'est un pesticide, vraiment. Et alors on reste évidemment dans les conservateurs. Un autre que je n'aime pas trop personnellement, c'est le phénoxyéthanol. On a aujourd'hui tellement de facilité, je trouve, à éviter le phénoxyéthanol dans le skincare, vraiment dans le développement moléculaire d'un produit pour la peau. Il y a d'autres conservateurs qui fonctionnent très très bien. On va faire en fait des combos de faux conservateurs. En fait, ce sont des composants, des antioxydants qui vont permettre d'assurer la durabilité d'un produit, qui vont permettre d'assurer sa protection en termes de développement bactériologique, etc., etc. Le phénoxyéthanol aujourd'hui, c'est un conservateur qu'on retrouve énormément aux États-Unis, mais encore beaucoup aussi chez nous en France et en Belgique. Il faut savoir que le phénoxyéthanol à la base, c'est un ingrédient naturel. On le retrouve naturellement dans le thé vert, figurez-vous. Évidemment, ce n'est pas celui-là que tu vas retrouver dans ton produit. Dans ton produit, tu vas retrouver du phénoxyéthanol bien synthétique, bien chimique. C'est un éther de glycol. C'est un pur produit de la pétrochimie. Alors pourquoi est-ce qu'on va retrouver tellement de fois ce putain de phénoxyéthanol dans les produits? Pour une grande raison les amis, c'est son prix. C'est très peu cher. Le phénoxyéthanol, c'est vraiment un conservateur qui coûte que dalle. Donc on va tout simplement le retrouver régulièrement pour des raisons économiques, tout bonnement. Après, les industriels vont aussi clamer le oui mais il est moins pire que les autres. Après ça, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Et alors on se retrouve donc avec des produits sur l'étiquette sans parabènes mais du phénoxyéthanol. Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui vraiment, si je devais choisir entre des parabènes ou du phénoxyéthanol, je choisis les parabènes, clairement. Faut savoir que l'histoire des parabènes est quand même beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Les parabènes, sans déconner, on a mis la peur de ce conservateur dans le crâne du consommateur alors que à la base, il n'y avait vraiment pas lieu d'être. D'ailleurs, je vous invite fortement à regarder la vidéo de Just Helena que j'aime beaucoup et qui a justement dans une de ses vidéos parlé à un moment donné des parabènes et de toute cette histoire autour des parabènes qui est quand même assez complexe. Donc je vous laisse ça en barre d'infos. Si vous avez envie de vous renseigner, je vous invite à cliquer sur sa vidéo. Il y a 3 raisons tout simplement pour lesquelles pour moi le phénoxy doit être évité au maximum. Premièrement, il est polluant. Finalement, comme tous les éthers de glycol, c'est un ingrédient qui est polluant, qui est toxique. Alors il est issu du pétrole, première chose. Ça en soi, ce n'est pas très grave, mais le vrai problème c'est qu'il est étoxydé. Et donc le vrai problème, c'est du coup son mode de production, son mode de fabrication. Ensuite, beaucoup de gens, malheureusement, sont plutôt réactifs au phénoxyéthanol, vont faire des réactions allergiques. Il peut aller faire développer des urticaires, des eczémas, il est irritant, voilà. Après, en soi, bon, c'est pas un ingrédient incroyable, hein. Dès qu'on a une peau un petit peu, j'ai envie de dire, fragile, on peut avoir de fortes réactions avec le phénoxyéthanol. Et alors, il y a un autre souci avec le phénoxyéthanol qui est en fait un double problème, c'est que en irritant la peau, il va la rendre en fait plus perméable, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir, hein, c'est en fait une porte qu'on ouvre à d'autres substances potentiellement nocives dans le reste du produit que tu es en train de t'étaler tout simplement. Autre chose que je n'aime pas trop dans le skincare, c'est les alcools qu'on va retrouver. Alors attention, très important, il y a 2 types d'alcools. Dans la cosmétique par exemple, on va avoir des alcools tels des solvants qui vont aller assécher un produit. Par exemple dans un liquid matte lipstick, pour avoir un effet asséchant, c'est un alcool qui s'évapore et une fois évaporé, on se retrouve avec une bouche mate. Le problème c'est que dans le skincare, cet effet de solvant, d'évaporisation, c'est synonyme en fait d'assèchement, de tiraillement. Clairement, dans le skincare, il y a 2 sortes d'alcool, il y a les bons et les mauvais. Celui qu'on aime bien, c'est le stéaryl alcool. En fait, c'est un alcool gras, c'est pas un alcool comme on l'imagine, donc on dit alcool, mais c'est pas ton petit cul sec de vodka quoi, tu vois. C'est pas l'alcool que tu te frottes sur le bras quand tu t'es blessé, ce n'est pas celui-là. C'est justement un alcool en fait qui contient des acides gras qui, eux, pour le coup, sont très intéressants pour la peau. Celui qu'on n'aime pas, c'est l'alcool dénaturé, hein, voilà. Et on va le retrouver souvent dans des crèmes de jour, tout simplement pour la rendre plus fine, plus aqueuse, moins grasse. Mais du coup, on va se mettre de la crème hydratante avec de l'alcool qui après te déshydrate la peau. Bitch, I don't get it. Et alors, on va terminer, les amis, avec un dont je vous parle souvent, c'est le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, tu t'imagines un grand bol d'eau, un maximum de farine, on mélange bien, ça fait une grosse pâte. Et ben voilà, tu as ton dioxyde de titane. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on va retrouver, pas que dans le skincare, mais également dans les peintures pour les murs. Voilà, le dioxyde de titane, c'est un opacifiant. On va l'utiliser aussi pour épaissir des textures, on va l'utiliser aussi dans des filtres UV, dans des crèmes UV, dans des crèmes filtres solaires. De nouveau, le dioxyde de titane, il faut bien vérifier s'il est oui ou non en nanoparticules. Lorsqu'il est présent en nanoparticules, ça doit être bien évidemment mentionné dans la listing key ou avec une astérix
en bas de la liste. Et le vrai souci du dioxyde de titane, il est dangereux lorsqu'il est inhalé. Il est également interdit déjà dans les poudres visage, les face powder, justement à cause de ce danger d'inhalation, mais il est encore autorisé dans les crèmes, dans les émulsions, etc. Et donc dangereux et nocif lorsqu'on le retrouve en nanoparticules, c'est-à-dire en particules tellement petites qu'elles pénètrent en fait la barrière cutanée. On a donc le micrométrique et le nanométrique. Il faut donc vous imaginer qu'une forme nanométrique, c'est 10 000 fois plus fin, plus petit que le point d'un cheveu. Bitch, it's tiny. Donc pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce dioxyde de titane, que ce soit dans la cosmétique ou même dans le monde du bâtiment, hein. Donc c'est un colorant blanc, c'est un épaississeur, on va l'utiliser pour les filtres UV, il coûte pas cher évidemment, hein. Il a une excellente stabilité thermique, on va aussi le retrouver dans les crèmes anti-heat pour les cheveux, etc. Ton dentifrice, Martin, il est ultra blanc, à ton avis, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton putain de dentifrice? Du dioxyde de titane. Super. Les boîtes en plastique, l'enduit de ta maison, de ta façade, dans plein de médicaments aussi on le retrouve. D'ailleurs, dans l'alimentation, le dioxyde de titane il se cache sous le nom de E171. Voilà, je glisse ça juste là au passage. Oui, parce qu'on le retrouve aussi dans la bouffe, oui. Donc il y a eu plein d'études pour aller vérifier, tester, évaluer le danger en fait du dioxyde de titane lorsqu'il est en nanoparticules et des cancers qui sont revenus de manière récurrente, ce sont les cancers du côlon et également du rectum suite à une possible ingestion de manière régulière de ce dioxyde de titane. Maintenant, je vous rassure, personne n'ingère de manière régulière et quotidienne du dioxyde de titane en grande quantité. Calmons-nous, je ne suis pas là non plus pour vous faire flipper à tort et à travers. Je tente juste de vous amener ces ingrédients qui sont aujourd'hui présents dans beaucoup de produits et qui en fait ne sont vraiment pas bons. En cosmétique, le dioxyde de titane, on va le retrouver sous le nom de titanium dioxide. Si le dioxyde de titane est en forme nano, encore une fois, il doit être indiqué. Et d'ailleurs, ce dioxyde de titane n'est absolument pas interdit, par exemple dans les cosmétiques bio. Donc en fait, il est uniquement dangereux en nanoparticules lorsque c'est indiqué, et évidemment sur des peaux déjà potentiellement irritées ou de jeunes bébés, c'est vraiment déconseillé. Donc voilà, je vous ai donc fait un petit tour à travers ces ingrédients que personnellement je tente d'éviter au maximum dans mes produits skincare que j'utilise de manière quotidienne. J'espère que tout cela vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, aussi à comprendre aussi à quoi servent ces ingrédients, parce qu'ils sont pas toujours là sans raison. La plupart du temps ils sont là parce qu'ils ont certaines efficacités également, mais malheureusement ça entraîne aussi pas mal de potentiels problèmes et de potentiels dangers qui, je pense, sont parfois bons juste d'être épelés et expliqués au plus grand nombre. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si ça vous a donné envie de swinger la galaxie et de draguer à tout va, je vous invite bien évidemment à télécharger l'application qui est Fruits, qui est en barre d'infos. C'est bien évidemment gratuit, faites-vous plaisir, amusez-vous, mais attention, sur découvert. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, ta super copine. Ciao.